Hello, everyone, and welcome to the National Skillshare series on addressing and preventing gender based violence at post secondary institutions in Canada. My name is Adrienne Sanjoli, and I am the Francophone Activities Coordinator. Avant de débuter, un petit mot au sujet de la langue et de l'accessibilité. Les personnes participantes peuvent afficher les sous-titres en cliquant sur le lien à cet effet qui a été déposé là, au tout début dans la boîte de discussion. Vous pouvez également écouter la séance en anglais ou en français en choisissant la langue de votre choix dans le menu Interprétation. La séance d'aujourd'hui est enregistrée et sera rendue disponible sur notre site Web aux côtés d'une transcription de la présentation. Un compte-rendu visuel sera aussi créé à partir de la présentation d'aujourd'hui par Annalie de Drawing for Change. Son rôle va être d'écouter attentivement les propos qui vont être tenus aujourd'hui puis de les transmettre sous une forme visuelle. Vous allez pouvoir regarder le travail d'Annalie au fil de la séance. Puis les comptes rendus visuels vont aussi être disponibles pour toutes les séances du congrès et vous allez pouvoir les retrouver sur l'onglet Éducation de notre site Web. Ils vont également accompagner là, les outils de tout le projet lorsque ceux-ci vont être publiés dans notre centre des connaissances. Donc, quelques informations à propos du projet. Donc, le Courage d'agir, c'est une initiative pan-canadienne lancée il y a 2 ans qui vise à combattre et à prévenir la violence fondée sur le genre sur les campus postsecondaires au Canada. L'initiative s'appuie sur les recommandations clés du rapport de Possibility Seeds Consulting, rapport qui s'intitule « Le courage d'agir, élaborer un cadre national pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre dans les établissements d'enseignement postsecondaire ». Notre projet, c'est la première collaboration pan-canadienne du genre qui réunit des experts, des expertes et des partenaires de partout au Canada pour mettre un terme à la violence fondée sur le genre sur nos campus. Une des composantes clés de notre projet, c'est le congrès auquel vous assistez aujourd'hui, donc Congrès pan-canadien de partage des compétences, où les groupes de travail qu'on a formés, nos communautés de pratique, nos conférencières invités discutent à propos d'outils, de solutions innovantes et de stratégies qui guident la manière dont on prévient et dont on cherche à contrer la violence fondée sur le genre sur nos campus. À travers les séances du congrès, c'est avec un grand plaisir qu'on vous partage un aperçu des outils, des ressources créées par des personnes expertes en matière de violence fondée sur le genre, de partout au pays. Les outils vont être officiellement publiés au mois d'août prochain et vous allez avoir la chance de vous inscrire pour participer à leur déploiement à travers de notre centre de compétences dès l'automne 2021. En participant à la séance d'aujourd'hui, vous vous joignez à un réseau de partenaires à travers le Canada qui explorent ensemble pour résoudre des problèmes urgents et mettre en place des pratiques prometteuses. D'ailleurs, j'en profite pour souligner là, que les présentations du congrès sont soutenues par l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada, donc l'ASEUCC, et qu'il s'agit d'une opportunité d'apprentissage reconnue. Donc, la participation à 10 séances, autant de nos webinaires que des séances du congrès, va vous permettre d'obtenir un certificat électronique. Donc, notre projet est aussi rendu possible grâce au soutien financier de Femmes et Égalité des genres et du gouvernement du Canada, qu'on remercie chaleureusement. Donc, avant de débuter, on veut aussi reconnaître que notre travail se déroule sur et à travers les territoires traditionnels de nombreuses nations autochtones. On reconnaît que la violence fondée sur le genre, c'est une forme de violence causée par la colonisation qui est utilisée pour marginaliser et déposséder les peuples autochtones de leurs terres et de leurs eaux. Notre travail vise à honorer cette vérité alors qu'on s'efforce de le décoloniser et de rendre justice aux femmes autochtones disparues et assassinées à travers le pays. Le travail que vous faites peut être très difficile. Plusieurs d'entre nous ont leur propre expérience de survivance ou offrent du soutien à ceux ou celles qui ont subi la violence fondée sur le genre. Donc, juste un petit rappel ici là, de porter une attention particulière à votre bien-être lorsque vous écoutez ou que vous participez à ces conversations-là qui peuvent être difficiles. Vous pouvez visiter la section « Prendre soin de soi » de notre site web ou faire un tour sur notre salle virtuelle de bien-être. Les liens vont être déposés là, dans la boîte de discussion tout juste après ma brève introduction. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, partager votre expérience sur Twitter à l'aide des 2 mots-clics qui apparaissent à l'écran, donc hashtag le courage d'agir et Gender-Based Violence National Skillshare. Sachez également que vous pouvez à tout moment nous transmettre vos questions dans la boîte Q&R qui apparaît au bas de votre écran. Il est absolument possible de poser vos questions en anglais ou en français, aucun problème. On va y répondre à la toute fin de la présentation. On a aussi la chance d'avoir parmi nous plusieurs personnes qui sont issues de notre communauté de pratique francophone qui assistent à la séance avec nous aujourd'hui.
Donc, à celle-ci, n'hésitez pas à interagir à tout moment, tout au long de la présentation, que ce soit par le biais de la boîte de discussion ou par le biais de l'onglet questions-réponses. À la fin de la séance d'aujourd'hui, vous allez aussi recevoir un formulaire d'évaluation. S'il vous plaît, veuillez prendre quelques minutes pour nous partager vos commentaires dans une optique d'amélioration continue. On cherche toujours à améliorer ce qu'on fait. Après la séance, on va aussi vous faire parvenir un lien par l'enregistrement pour que vous puissiez regarder la séance si jamais vous avez manqué certaines informations ou partager le contenu avec vos réseaux. Donc, c'est maintenant avec un grand plaisir que je vous présente Alice Giroir et Charles Bélanger, les deux chargés de projet qui ont travaillé avec notre communauté de pratique francophone à développer des outils de promotion et d'évaluation de la mobilisation des membres du personnel des établissements d'enseignement postsecondaire en matière de prévention de la violence fondée sur le genre. La parole sera à vous dans quelques secondes, juste simplement le temps que j'affiche la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Alice Giroir. Merci beaucoup pour votre participation, votre présence aujourd'hui. C'est super apprécié. Donc, comme Andréane l'a dit, j'ai travaillé avec mon collègue Charles depuis bientôt plus d'1 an là, pour ce projet-là dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui. Je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, je vais laisser aussi Charles le temps de se présenter avant qu'on se lance dans la présentation aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Oui, mon nom est Charles Bélanger, mais mes pronoms sont il, lui. Je travaille encore une fois là, avec Alice. Quant à moi, là, je suis finissant en relations industrielles à l'Université de Montréal. Je vais laisser Alice commencer la présentation, là, puis on s'en parle un peu plus tard. Donc, avant de commencer, on aimerait aussi prendre un moment pour remercier tous les membres de notre communauté de pratique dont les noms vont s'afficher justement à l'écran. Je ne prendrai pas le temps de toutes les nommer individuellement, mais je tiens quand même à prendre le temps de reconnaître leur participation, leur soutien, leur expérience qui ont été vraiment inestimables, puis sans qui ce projet-là n'aurait pas pu avoir lieu dans la forme qu'il prend aujourd'hui. Donc, un gros merci aux membres de la communauté de pratique, puis je les salue, même si je ne peux pas les voir parce que je sais qu'il y en a une grande partie qui nous regardent en ce moment. Donc, merci beaucoup. Donc, aussi, je voulais faire une mention à la terminologie qu'on va employer aujourd'hui. Andréane, pendant son introduction, parlait de la violence fondée sur le genre. Nous, ici, on emploie plutôt le terme VAX, donc violence à caractère sexuel, tout simplement pour s'accorder avec le langage utilisé au sein des établissements d'enseignement postsecondaire, puis de la recherche qui est faite dans le domaine actuellement au Québec. Donc, c'est un terme qu'on sentait qu'il allait être plus facile à reconnaître par les gens avec qui on discutait au Québec. Donc, par VAX, on inclut l'agression sexuelle, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, l'attouchement non désiré, la menace de viol, le chantage et toute autre forme diverse de comportements sexuels non désirés ou non consensuels, tels que les propos à connotation sexuelle ou les regards prononcés. Donc, simplement garder ça en tête pendant la présentation. Donc, aujourd'hui, on va commencer par faire un bref survol de l'historique de notre mandat à Charles et à moi. Puis ensuite, on va vous présenter les quatre travaux issus de notre communauté de pratique. Donc, d'abord, le sondage sur la mobilisation du personnel et les VAX. Le rapport détaillé des résultats du sondage. On va aussi vous présenter notre guide de stratégie pour la mobilisation du personnel, puis l'outil d'évaluation des initiatives visant à contrer les VAX. Donc, Charles et moi, on est entrés en scène l'année dernière, en 2020, suite au constat de la communauté de pratique qui avait un faible engouement du personnel en établissement d'enseignement postsecondaire face aux activités de prévention des VAX. C'était plus difficile pour les membres du personnel, des cégeps, des universités, des collèges de comprendre leur rôle en matière de prévention, puis d'agir pour contribuer au changement.
À ça aussi s'ajoutait l'observation qu'il y avait un faible recours à des outils pour évaluer l'efficacité des mesures de prévention des VAX. Donc, il y avait beaucoup d'initiatives novatrices qui étaient mises en place par des gens très qualifiés, très expérimentés, mais qu'il y avait peu de mesures qui étaient instaurées pour regarder c'était quoi l'effet de ces initiatives-là. Donc, partant de ça, on s'est questionné à savoir comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces réflexions-là. On savait qu'on avait d'un côté l'opinion, les observations des membres de la communauté de pratique, qui sont des gens qui travaillent de façon très étroite avec les personnes qui ont vécu des événements de VAX. Mais on se demandait qu'est-ce que les membres du personnel, comme les secrétaires, les enseignants, eux en pensent de leur niveau d'engagement, puisqu'ils travaillent peut-être de façon moins étroite avec cette clientèle-là. On se demandait aussi comment répondre aux besoins diversifiés. Donc, on sait qu'au Canada ou au Québec, il y a des cégeps, des universités de taille très différentes. Il y en a en milieu ruraux, en milieu urbain. Les clientèles sont très diversifiées. Donc, on se demandait aussi comment est-ce qu'on peut être le plus inclusif possible dans notre réponse aux questionnements puis aux besoins de notre communauté de pratique. Aussi, on s'est demandé où et comment se documenter par rapport à ces questions-là qui sont si précises, c'est-à-dire la mobilisation, l'engagement des membres du personnel face aux violences à caractère sexuel, ainsi que l'évaluation des initiatives propres au VAX aussi. C'est pas quelque chose qui a été tellement documenté dans le passé, je vais vous avouer, d'où l'importance de ce qu'on vous présente aujourd'hui, mais ça nous a quand même mené beaucoup de questionnements de c'était quoi les sources d'informations les plus fiables qu'on pourrait aller chercher pour s'appuyer aussi sur la littérature. Puis finalement, on s'est aussi, excuse-moi Andréane, on s'est aussi demandé comment est-ce que la prévention était vue et reçue dans cet établissement-là pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction en continuant à appuyer ces efforts-là. Donc, si je commence avec le sondage, qui est notre premier outil, le sondage visait surtout, là, comme je vous ai parlé à la diapositive précédente, à regarder qu'est-ce que les membres du personnel, eux, en pensent des questionnements que nous, on a. Comment est-ce qu'ils perçoivent leur niveau de mobilisation, c'est quoi leur perception des formations, etc. Donc, on a élaboré un sondage pendant l'été dernier, donc de mai à août 2020, qui, au final, comprenait 15 questions. Donc, un total d'environ 7 minutes en moyenne pour le remplir. On a fait 2 versions, une version pour les membres du personnel et les gens qui font partie du syndicat, puis aussi une version pour les gestionnaires parce qu'on sait que le niveau d'implication, la connaissance des ressources, etc., ça peut différer entre les deux groupes. Ce sondage-là a été diffusé pendant 4 semaines en août 2020 au sein des établissements d'enseignement postsecondaire francophones du Canada et anglophones du Québec via courriel. Au total, on a reçu 772 réponses, ce qui a été vraiment agréablement surprenant pour nous là, de voir que ce sondage-là a été si bien reçu, puis que les gens étaient très intéressés à nous partager comment eux voyaient la situation des VAX. Donc, je vous présente brièvement les thèmes abordés dans le sondage. D'abord, on a regardé le niveau d'engagement perçu dans la prévention des VAX, tant celui-là des membres du personnel, comment ils percevaient aussi l'engagement de la personne qui les supervise, ainsi que comment ils perçoivent le niveau d'engagement de la direction de leur établissement. Brièvement, je vous présente des petits résultats en preview, mais ce que ça démontre autour de ce thème-là, c'est que quand les gens s'auto-évaluaient en termes de niveau d'engagement, c'était une petite ligne que les gens pouvaient glisser de 0 à 100 selon le niveau qu'ils sentaient être engagés. Puis, les membres du personnel, en général, ont rapporté 60,8% d'engagement. On a aussi regardé de façon qualitative comment est-ce que les gens percevaient leur formation obligatoire, qui est maintenant obligatoire avec la nouvelle loi qui est plus si nouvelle que ça, mais tous les établissements ont créé des formations sur mesure, puis on a voulu demander aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient de cette formation-là. Puis, quand même, ce qu'on a vu, c'est que 65% des répondants ont offert des commentaires positifs
Puis c'était très intéressant aussi de voir les pistes constructives d'amélioration qui sont détaillées dans le rapport que Charles a produit. Mais il y a aussi, les gens étaient généralement satisfaits, puis ils ont quand même offert beaucoup de commentaires constructifs, fait que c'était très utile aussi. Sinon, on a aussi sondé les gens à savoir qu'est-ce qu'ils connaissaient des mesures disponibles dans leur établissement pour prévenir la survenue des VAX. Puis à ce niveau-là, là, au niveau des résultats, ce qu'on a retenu, c'est que la grande majorité des mesures sont présentes et connues par toutes les personnes répondantes, quelle que soit leur catégorie d'emploi. Fait que ça, c'est quand même encourageant. Encore au niveau des thèmes, on a voulu sonder là, à savoir c'est quoi les principales barrières à l'implication, puisque ce qu'on avait entendu, c'était que les gens n'étaient pas tellement impliqués. Donc, on s'est questionné à savoir qu'est-ce qui les empêchait ou comment est-ce qu'ils percevaient ça. Puis, la principale barrière qui a été endossée par 26% des répondants, c'était « je ne sais pas comment réagir ou m'impliquer ». Ce à quoi on s'attendait, mais aussi c'est quand même intéressant, puis Charles vous en parlera davantage tantôt, de voir que les gens ne percevaient pas tellement de barrières à leur implication que ça, ce qui est curieux étant donné que ce qu'on observait, c'était un manque d'implication. Aussi, on leur a demandé c'était quoi les outils potentiels qu'ils verraient pour être mobilisés davantage. À cet égard-là, la vaste majorité ont dit qu'avoir des directives claires face au rôle de chaque département ou chaque catégorie d'emploi face à la prévention des VAX, ça leur permettrait de mieux s'enligner pour faire un changement. Puis finalement, le dernier thème abordé, en gros, c'était le rôle qui peut être joué par chacun en matière de prévention des VAX. Où est-ce qu'on avait fait plusieurs suggestions, puis on invitait les gens à cocher celles-là qui seraient prêtes à endosser. Puis la plus populaire, c'était que les gens seraient prêts à accueillir un témoignage, même si ça ne s'affiche pas comme une personne ressource. Fait que je vais passer la parole à mon collègue Charles qui va pouvoir vous présenter le rapport qui a été créé suite à la récolte là, des résultats. Merci beaucoup, Alice. Oui, bien, alors le rapport qui est né d'une réalisation qu'on avait beaucoup de données sur une question qui était très peu documentée, très peu discutée à l'intérieur des diverses recherches là, sur les violences caractère sexuelles en enseignement supérieur. Et donc, on a voulu un peu plus creuser ces données-là, ce qui a donné quand même le plus gros outil de la communauté de pratique en termes de volume, si on veut, un 60 pages qui nous a permis d'amener plusieurs recommandations plus globales qui se déclinent en, disons, 3 sous-catégories, donc le sol général, changement de culture, formation et éducation, bien sûr. Le sondage se veut vraiment une exploration des données. La manière dont on est allé, on voulait regarder par catégorie d'emploi, bien sûr, la réalité de chaque personne, de chaque catégorie d'emploi étant unique, comment est-ce que ces diverses catégories-là vivent l'implication, considèrent les violences caractère sexuelles là, dans leur milieu, mais aussi, comme le disait Alice, là, par rapport aux établissements, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre cégep et université, quelque chose que justement on touchera moyennement vers d'ici la fin là, de la présentation parce qu'il y avait très, très, très peu de différence entre les deux. Et finalement, bien sûr, par identité de genre, quand c'était pertinent là, de regarder les réflexions. Donc, vous devinez qu'avec 60 pages, on ne pourra pas tout discuter dans cette courte présentation-ci. Il y a d'ailleurs certains thèmes que Alice a discuté plus tôt qu'on ne touchera pas dans cette partie de la présentation, mais que d'ailleurs, je vous invite à aller lire par vous-même dans le rapport. Puis pour finir, là, oui, donc une approche de discussion, c'est vraiment comme ça que le rapport s'est construit. Ce n'est pas construit avec une volonté de mémoire ou de recherche, mais bien une discussion, un premier pas vers peut-être davantage de recherche sur la question en croisant avec la littérature là, de ce qui est déjà fait en général sur les violences caractère sexuelles là, dans l'établissement d'enseignement postsecondaire. Donc, on va commencer en revenant sur la surévaluation des connaissances. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, on va commencer avec je pense que toute l'équipe est d'accord, c'est la statistique la plus choquante qu'on a eue jusqu'à date. Donc, quand Alice tantôt parlait des rôles que les personnes répondantes étaient prêtes à prendre, un des rôles qu'on demandait, c'était est-ce que la personne est prête là, à agir à titre d'exemple, c'est-à-dire ne pas perpétuer de violences caractère sexuelles.
de 76 personnes, des personnes répondantes ont affirmé qu'elles étaient prêtes à agir, par exemple. Ce que ça veut dire, ça, c'est que 24% des personnes se disent pas prêtes à ne pas perpétuer de violences à caractère sexuel, ce qu'on trouve inquiétant. Il est clair que certaines réflexions à y avoir sur pourquoi certaines personnes auraient répondu par la négative. Ça reste que 24%, c'est un gros pourcentage à expliquer par des possibles mauvaises compréhensions des termes d'une question ou autre. Donc, je pense que c'est un premier bon pourcentage, là, bonne statistique à donner pour lancer la discussion. Si on continue, 70% des personnes répondantes ont spécifié ne pas avoir besoin de connaissances, davantage de connaissances en moyenne à travers les catégories d'emploi. Donc, on leur demandait est-ce que vous trouvez que vos connaissances sont satisfaisantes et s'ils ne sont pas, qu'est-ce que vous voudriez avoir davantage comme connaissances? La plupart des personnes disent non, c'est correct. Je pense que je connais ce qu'il faut sur les violences à caractère sexuel, je n'ai pas besoin d'en apprendre davantage. Ce qui est intéressant, considérant que si vraiment autant de personnes sont tout à fait au courant et comprennent les violences à caractère sexuel, pourquoi on voit encore autant de cas, malheureusement, dans nos établissements. C'est le premier moment où est-ce qu'on détecte un petit bémol entre la réalité et la perception du personnel employé, là, puis on va continuer à voir à travers les autres. On peut continuer. Ici, pour vous aider à le voir de manière un peu plus divisée en catégories d'emploi, c'est le genre de graphique là, que vous pourrez trouver à travers tout le rapport. Ici, on va quand même rester, parce que c'est plus simple, directement là, vers les grosses conclusions générales qui peuvent toucher toutes les catégories d'emploi pour s'assurer de rester dans notre temps pendant la présentation. On peut continuer. Deux réflexions qui naissent là, de ça. L'effet Dunning-Kruger qui est tout simplement là, qu'une personne ayant moins de connaissances sur un sujet a tendance à surévaluer ses propres connaissances. C'est une des possibles explications sur le 70% qu'on vient de mentionner. Et qu'à l'inverse, peut-être certaines personnes ou certaines catégories d'emploi qui ont davantage de formation ou de contact avec le genre de situation auraient peut-être notamment là, les professionnels auraient davantage à considérer que oui, finalement, il y aurait peut-être davantage que je pourrais connaître. Finalement, la suffisance de la formation dans les questions surtout ouvertes, c'était une des façons, une des choses que les personnes mettaient de l'avant pour dire non, je n'ai pas besoin d'avoir autant de connaissances, j'ai eu la formation obligatoire, je connais maintenant ce qu'il faut sur les violences à caractère sexuel. Ce qui est en fait là intéressant dans le sens qu'on considère que la formation a amené davantage d'informations, mais on pense que c'est assez puis il n'y a pas davantage à faire. Ce qu'on comprend n'est pas le cas, là, considérant que la première formation est vraiment une formation de mise à niveau sur la situation de base. Mais ça mettait les personnes en confiance quant à leurs propres connaissances. On va continuer. Une fois maintenant qu'on a en tête là, la perception des connaissances, les barrières à l'implication. Les barrières à l'implication dont Alice parlait, on a une petite citation pour commencer ici. Ce n'est pas mon rôle de professeur. C'est quelque chose qui arrive souvent. On en discutera dans quelques instants quand on parle de comprendre la réalité des catégories d'emploi. On continue ici. On a d'autres priorités, aucun cas dans le département. Encore une fois, une réalité qui est peu probable, malheureusement, mais qui témoigne un peu la mentalité ici derrière, dans le sens que c'est pas à nous, on a d'autres choses à faire, on est occupé. Donc, des barrières à l'implication quand on y peut y penser. Donc, ici, ce qui a été souvent fait dans le rapport, ça a été de mettre ensemble, d'ailleurs, les extrêmes des choix que les personnes avaient, donc soit en désaccord, fortement en désaccord, ou en accord, fortement en accord. Ce que témoignent les statistiques directement, c'est que, comme le dit Alice, en désaccord ou fortement en désaccord étaient les plus populaires sur la grande majorité des barrières à l'implication. Fort fréquemment, là, si on mettait en accord et fortement en accord ensemble, on n'avait même pas 15% de personnes qui considéraient que les barrières qu'on leur demandait étaient suffisantes pour avoir une barrière à la réimplication. Si on donne des exemples, là, ne pas être confortable avec le sujet, on m'en demande déjà assez. Comme tantôt, Alice le mentionnait, là, il y avait la question de ne pas savoir comment s'impliquer. Ce genre de barrière-là, donc la majorité du temps, les gens disaient « Non, c'est les exemples de barrières que tu me donnes, ce n'est pas une barrière à mon implication. »
Une réflexion qu'on a réalisée, par exemple, c'est qu'il semble avoir une différence en comment on considère les barrières qu'on considère, qu'on a nommées externes et internes. Si on continue, on va l'expliquer un peu plus clairement. Donc, barrières externes, encore une fois, ici, on a jumelé des catégories de réponses. C'est pour ça que les statistiques ne sont pas exactement les mêmes que celles d'Alice. Donc, les barrières externes, c'est plus celles sur lesquelles les personnes n'ont pas de contrôle. Donc, ne pas être témoin, ne pas savoir comment s'impliquer. 42% des personnes disaient que ça c'est une de mes barrières. C'est quelque chose qui est externe à moi, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Et 42% des personnes répondaient en accord, fortement en accord. Même chose pour, je ne sais pas comment me l'expliquer, si on jumelle avec les deux, 30% des personnes disaient « ouais, ça c'est une des choses ». Donc, c'est des barrières qui sont externes, qui sont plus face à ce que la personne vit, puis qu'elle ne peut pas avoir d'action concrète elle-même sur sa barrière. À l'inverse, si on regarde celle interne, les statistiques, là, les pourcentages parlent de désaccord, fortement en désaccord. Donc, j'ai le sentiment que ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas confortable avec le sujet. Donc, des choses internes à la personne, 69% des personnes disaient « non, ça, c'est pas une barrière ». Puis, c'est quelque chose une espèce de dichotomie qu'on voit à travers la plupart des barrières. Donc, quand c'est des barrières sur lesquelles une personne pourrait poser action pour améliorer la situation, disent que ce n'est pas une barrière. Quand on leur dit « ah, ben des barrières sur lesquelles tu n'as pas vraiment de pouvoir », là, ils ont plus tendance, les personnes répondantes, à considérer que c'est une des barrières à leur implication. Donc, une différence dans les choix qui est quand même intéressante, là, puis qui démontre peut-être que travailler sur soi-même, c'est plus difficile et donc on le reconnaît moins facilement. Dernière chose, pour boucler la boucle de la réflexion qu'on a en ce moment, le manque de volonté d'implication qu'on a discuté, c'est la base des recherches qu'on fait. Donc, tout d'abord, il y a quand même une certaine volonté d'implication pour les rôles de soutien. Donc, on parlait d'accueillir un témoignage, discuter avec des collègues. Des rôles de soutien, la majeure partie du temps, au-dessus de 50% des personnes se sentent là, aptes à prendre, à avoir action, à s'impliquer. Par contre, là, on peut passer directement à la petite citation. Je participe au respect des règles, mais pas à leur implantation. C'est une mentalité quand même là, qui vient avec le gros bon sens de ben moi, je fais bien ça, moi, je sais c'est quoi, j'ai pas besoin, j'ai pas envie. Ça remonte avec on n'a pas de temps de plus tôt. Et donc, les rôles plus actifs, comme on peut voir, autres qu'intervenir lorsque je suis témoin de violences intersexuelles, la plupart du temps, m'afficher comme ressource, diffuser de l'information, participer à la sensibilisation, on descend de plus en plus dans la volonté de s'impliquer dans des rôles plus actifs, ce qui est étrange si on considère l'importance qu'est cet enjeu-là en enseignement supérieur et qu'on a besoin justement de faire plus que d'être passif, que d'être en soutien, mais bien d'attaquer le problème. Puis c'est là vraiment que le bas blesse, on peut dire. C'est là qu'il y a un manque d'implication. C'est quand on veut vraiment bâtir quelque chose, des campagnes et autres, il y a un manque d'implication là, à ce niveau-là. Si on continue, cela amène donc une situation problématique. Si on va là dans une suite, si on va avec une suite logique, tout d'abord, comme l'a dit Alice, les personnes se considèrent quand même assez impliquées, au-dessus de 60%, mais ils considèrent ne pas avoir besoin davantage de connaissances pour continuer leur implication, leur travail dans leur établissement. Mais ils disent aussi qu'ils ne connaissent pas de barrières à l'implication ou très peu, surtout celles sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Mais en même temps, donc ils disent qu'ils n'ont pas besoin de connaissances, qui sont quand même impliqués, qu'il n'y a pas de barrière à l'implication, mais au final, ils ont une réticence de prendre des rôles actifs. Donc, on aurait tendance à croire que des personnes qui se considèrent impliquées, qui disent ne pas avoir de barrière à l'implication, devraient être aptes à s'impliquer davantage. Mais au final, quand on arrive à la finalité de cette suite logique-là, on voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est une perception de la situation moins importante, moins pressante que ce qu'elle n'est vraiment. On le sait que le personnel employé est capable de se mobiliser, est capable d'avoir des rôles actifs quand il considère que
c'est un enjeu important, quand ils considèrent qu'il faut faire pression, faire action, mais à travers les réponses dans le sondage, que ce soit les citations directes qu'on peut reprendre, qu'on peut se rappeler à travers les quelques diapos que je viens de lire, il semble avoir une dissociation entre ce qu'est réellement la réalité des violences intersexuelles dans les établissements d'enseignement postsecondaire, avec les statistiques qu'on connaît, qui sont assez graves, et la perception des personnes qu'il n'y en a pas vraiment, je ne suis pas vraiment au courant, moi, je fais mes petites affaires, puis c'est correct. Et le but serait donc on peut quand même passer à l'autre, c'était correct, Andréane, de trouver des manières de briser cette fausse perception-là pour faire réaliser l'importance de la situation et donc amener les personnes à s'impliquer, parce qu'on a vu que c'est la dernière chose qui manque, puisqu'il n'y a pas réellement de barrière à l'implication. On constate qu'on a des connaissances. Donc, si on réussit à briser cette fausse perception-là, on va être capable, possiblement, d'aller chercher plus d'implication. De là arrivent nos recommandations qui sont, encore une fois, dans le rapport davantage global. Juste après moi, Alice va reprendre la parole et parler du guide, où est-ce que là, on va beaucoup plus précisément, notamment par rapport aux catégories d'emploi. Ce que le rapport ne fait pas, là, le rapport est plus de manière globale. Donc, je le disais on l'a divisé en 4 pour la présentation. Donc, l'engagement, quand on parle d'engagement, on parle d'engagement de la direction, comme Alice en parlait, notamment face aux formations, inciter sur le fait de suivre les formations, de connaître les politiques, les ressources d'aide, les promouvoir, puis faire comprendre que ça fait partie de la solution. Communiquer les actions concrètes faites par l'administration. Oui, reconnaître, c'est important, mais il faut faire davantage pour que ça se rende, puis ça doit se rendre à travers une transparence de l'information. Donc, encore une fois, les gestes, autant de la haute direction, mais aussi des gestionnaires, des équipes dans les diverses unités. Quand il y a des choses qui sont mises en place, quand il y a des nouvelles politiques, des nouveaux processus, il faut que ça soit connu, il faut qu'on en parle. Les données, on en parle beaucoup, rendre facilement disponibles à la communauté les statistiques importantes de l'établissement concernant les violences intersexuelles. C'est une manière d'amener les personnes à reconnaître qu'il y a un vrai problème, non pas « Ah oui, j'ai vu des statistiques sur une étude à travers le Québec ». Non, qu'est-ce qui se passe dans mon établissement? C'est des questions qui revenaient à travers les questions ouvertes du sondage par les personnes répondantes. Qu'est-ce que fait mon établissement? Je veux savoir, mais quelles sont les données par rapport à la situation? S'il y avait une plus grande transparence envers les données, envers les violences intersexuelles en général, qui sont malheureusement encore trop discutées, apporte, du moins par rapport aux initiatives pour être mises en place, à porte fermée, il y aurait une plus grande reconnaissance que, OK, oui, il y a vraiment un problème dans l'établissement, il y a quelque chose que je peux faire. C'est littéralement une situation de santé publique. Ce n'est pas juste un problème que certaines études poussent, mais non, dans mon établissement, il y a vraiment une situation, puis il faut que je fasse partie de la solution. Continuons. Changer la culture du viol encore présente. Donc, ça va aller avec l'autre point en dessous aussi. C'est vraiment prendre conscience et agir contre les normes sociales genrées, les structures sociales qui font partie, qui permettent que les situations de violence intersexuelle sont sous-rapportées, sont banalisées, sont normalisées. On parlait tantôt là, du 76% des personnes qui se disent prêtes à ne pas perpétuer des violences intersexuelles. Qu'est-ce qu'une personne considère une violence intersexuelle? Comprendre qu'il y a des nuances, que ce n'est pas seulement une agression physique et qu'il faut changer la culture un peu plus subtile, si on veut, à travers que ce soit les rencontres d'équipes avec des commentaires qui peuvent passer, qui ne devraient pas passer. Puis pour ça, il faut outiller les cadres et gestionnaires. Il faut outiller les personnes qui ont une autorité pour faire cesser ce genre de culture-là au sein de leur département, au sein de leur unité. Puis c'est quelque chose qui a été demandé puis que vous serez en mesure de regarder dans le rapport, là, de la part des cadres et gestionnaires, il me faut des outils pour être capable de m'atteler à cette tâche-là.
Donc ici, vraiment, y aller non seulement, oui, sur les violences intersexuelles, mais sur la culture sous-jacente. Finalement, éduquer le personnel sur les enjeux, c'est pas parce qu'il y a une formation obligatoire que c'est assez. Là, on doit vraiment continuer. Puis c'est ce que les établissements semblent, vers lequel semblent aller en ce moment, un continuum de formation. Il faut continuer à pousser plus loin, aller justement comprendre cette culture du viol, aller comprendre les effets pernicieux du patriarcat sur les relations de travail, puis comment une personne peut davantage comprendre que non, en fait, tu n'as pas toutes les connaissances. On revient aux 70% des personnes qui disaient ne plus avoir besoin davantage de connaissances, mais leur faire comprendre qu'il y a d'autres nuances qui devraient prendre en compte. Finalement, bien sûr, il faut s'assurer que les formations qu'on crée répondent aux besoins des différentes catégories d'emploi qui, en ce moment-là, se sentent de plus en plus comme on me donne une formation tellement générale que je ne comprends pas ce que je dois en faire. Ça ne reflète pas réellement la réalité que je vis au quotidien. Et donc, c'est plus difficile pour la personne de réellement s'identifier à un problème ou s'identifier à des actions qu'elle pourrait faire pour entrer dans l'implication contre les violences à caractère sexuel. La chose que je noterais, c'est que le rapport a beaucoup plus de recommandations, comme Alice le disait, sur comment améliorer les formations, notamment en les dynamisant davantage, là, que ce ne soit pas une vidéo qui joue où est-ce que tu as à cliquer sur sur un oui ou un non, qui donne l'impression en fait que c'est plus une tâche bureaucratique que d'autres choses. Donc, donne une mauvaise mentalité et donc un mauvais lien entre la personne et les violences sexuelles par la formation comme telle. Ça fait un peu le tour du rapport. Je passerai à Alice qui vient de parler du guide, qui se veut encore une fois là, un outil complémentaire, mais qui peut aussi travailler seul et qui va beaucoup plus précis dans ses outils. Alice. Merci beaucoup, Charles. Donc, je reprendrai là, certains mots que Charles a dit, justement, sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de barrières perçues, qu'il y avait un niveau d'engagement relativement de 60%, mais qu'on ne voit pas d'action. Fait qu'on s'est demandé, nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce décalage-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, remettre un outil un peu clé en main pour faciliter un changement de paradigme. Donc, pour ce faire, on a créé le guide de stratégie pour la mobilisation du personnel, qui est un outil vraiment novateur en matière de prévention des VAX. Il s'inspire de la littérature sur la psychologie organisationnelle, les ressources humaines, les relations industrielles, puis aussi la prévention des violences sexuelles. Puis son but, c'est vraiment de documenter ce qui peut faire en sorte que les membres du personnel soient moins engagés, puis de faciliter un changement en proposant plusieurs alternatives et stratégies pour augmenter la mobilisation et cultiver l'importance du phénomène des violences à caractère sexuel. C'est un outil qui est très terre à terre, facile à suivre, mais surtout qui est appuyé par la littérature. Donc, pourquoi ce guide? Là, je sais qu'en parlant aujourd'hui, je prêche à un peuple de convertis qui me croient pourquoi les VAX c'est important, mais on a quand même inclus une section dans le guide là, pour quand même sensibiliser la population qui va le lire là, à son importance. Donc, pourquoi ce guide? D'abord, la prévalence inquiétante et non négligeable de violences à caractère sexuel, entre autres les travaux de Manon Bergeron à l'UQAM qui démontrent que 36,9% des membres de la communauté universitaire et 35,9% des membres du collégial vont avoir vécu un événement de VAX pendant leur parcours, et ça, tant les employés que les étudiants. Aussi, là, il y a vraiment le constat qu'il apparaît nécessaire de développer des stratégies pour assurer la pleine mobilisation du personnel dans la prévention des violences fondées sur le genre, mais aussi des violences à caractère sexuel. Puis d'un point de vue organisationnel, s'attarder à la prévention des VAX en milieu de travail, ça permet de protéger l'intégrité et la santé mentale du personnel employé. Ça permet de renforcer le sentiment de valorisation au travail où le stress est diminué. C'est favorable à un développement positif enrichissant des ressources humaines, mais ça va aussi amener des ressources positives indirectes en évitant les dépenses reliées au coût d'absentéisme et recrutement. Puis, l'intégration des valeurs de bien-être et de sécurité dans l'exécution des tâches, là, c'est souvent synonyme de gain de temps, de qualité favorisée et de mobilisation accrue des membres du personnel. Puis finalement, pour la communauté étudiante, un milieu d'enseignement postsecondaire transparent dans ses démarches,
engagé face au bien-être des membres, c'est sécurisant. Ça peut aussi permettre aux gens, tant les employés que les personnes étudiantes qui ont vécu des expériences de VAX, de sentir qu'ils sont soutenus dans leur parcours vers la guérison. Donc, comme je vous disais tantôt, on se questionnait un peu à qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait un décalage entre les perceptions puis les actions. On s'est tourné un peu vers les notions de psychologie organisationnelle pour regarder la notion de résistance au changement. Donc, comme on parlait un peu tantôt, au Québec, c'est la loi 22.1 entrée en vigueur en 2017 qui a amené la présence de formations obligatoires. Ces changements-là, naturellement, ça entraîne diverses réactions allant d'un sentiment de victoire aussi à de l'inquiétude. On voit là des extraits verbatim qui ont été extraits du rapport du courage d'agir qu'Andréane vous a présenté en début de présentation. Où est-ce que certaines personnes mentionnaient qu'on espère que ça ne va pas devenir un autre cas où la direction va se dire qu'elle a fait son devoir et que ça s'arrête là. Check in the box, on a fait la formation, on ne va pas plus loin. D'autres personnes aussi, une autre personne qui nous a dit que la formation obligatoire, ça n'inspire pas la confiance, ça ne donne pas envie aux gens l'envie de modifier leur comportement. Un peu, là, on peut comprendre par son caractère impersonnel. C'est ça, donc, plus précisément, qu'est-ce que c'est la résistance au changement? Donc, pour s'assurer qu'une transition vers des changements comme la loi 22.1 ou toute autre initiative qui serait mise en place dans un établissement d'enseignement postsecondaire soit optimisée, on va regarder, là, c'est quoi les facteurs peut-être qui pourraient expliquer une réaction plus défavorable, plutôt que tout de suite sauter à une conclusion qu'une personne est pas investie ou est négative. On voudrait plutôt prendre la résistance au changement comme un levier, une façon de changer les choses, la façon dont les choses sont faites pour optimiser la réponse. Donc, on peut voir la résistance au changement de façon négative, mais on peut aussi le voir comme une façon de capitaliser là-dessus puis d'utiliser cette réaction-là pour recevoir une rétroaction sur nos actions. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer la résistance au changement? On s'entend que pour chaque personne, c'est différent, mais il y a les facteurs individuels. Comme chez une personne qui serait plus anxieuse ou qui aurait une plus grande peur de l'inconnu, ben, les changements, ça peut être plus menaçant. Il y a aussi les facteurs liés à la nature même du changement. Donc, pour différentes personnes, ça pourrait être une perception que la cause ne vaut pas l'attention qui devrait être consacrée. Donc, ils n'ont pas envie de s'investir à cet égard-là. Il y a aussi la stratégie de changement qui est employée. Donc, est-ce que c'est une stratégie qui est coercitive? Puis, est-ce qu'il y a assez de données qui appuient la nécessité du changement? Puis, est-ce que ces données-là sont un peu robustes, sont assez robustes? Si on prend ce que Charles nous disait tantôt, face au manque de données transparentes dans les établissements, on peut se demander, tu sais, c'est quoi un peu le but de faire autant de changements si tout le monde me dit que dans mon établissement, tout est correct, tu sais, de où ça sort? Aussi les facteurs liés à l'instigateur de changement. Donc, quand le contact entre la personne qui instaure le changement puis les personnes employées est peu fréquent ou moins agréable, ça peut mener à de la résistance. Quand on pense à une loi qui vient de très haut palier de gouvernement, qui est instaurée, qu'après ça, quand on descend à l'auxiliaire de recherche à l'université, le lien ne s'est jamais fait. Fait que cette personne-là ne se sentira pas interpellée puis mobilisée à cet égard-là. Puis il y a aussi les facteurs organisationnels. Donc, quand on est dans une structure trop bureaucratique ou une culture organisationnelle trop forte qui est difficile à changer, ça aussi, ça peut amener là, à de la résistance. Donc, comment justement optimiser cette résistance au changement-là? D'abord, ça, c'est toutes des choses qui sont décrites dans le guide, plus en détail que ce que je vous mentionne aujourd'hui. Informer et communiquer. Donc, d'abord, ce que la littérature nous démontre, c'est que c'est important d'informer les personnes qui sont touchées par le changement de ce qu'on va faire pour qu'elles comprennent les motifs sous-jacents puis qu'elles se sentent impliquées. On voudrait aussi solliciter leur participation, créer des comités, vraiment les inclure à tout égard, prendre leurs suggestions. Puis, finalement, aussi au niveau de faciliter et soutenir. Donc, pour les gens qui vivent des difficultés face à ces changements-là, on veut leur fournir une aide matérielle, psychologique adaptée. On ne veut pas juste les laisser dans un coin parce qu'ils réagissent mal, puis que c'est de leur faute. On veut vraiment instaurer un climat de collaboration. Puis là, avant que tu changes
de diapo, Andréane, je te ramènerai en arrière juste pour dire une autre chose qui est inclue dans le guide, c'est des questions que les gens peuvent des pistes de réflexion que les gens ou les gestionnaires peuvent se poser tout par rapport à cette question-là de résistance au changement. Du style, est-ce que vous consultez les membres de votre personnel pour connaître leur perception de la situation? Est-ce que vous traitez le personnel avec équité et respect? Est-ce que vous instaurez un climat de confiance? Donc, au sein du guide, il y a aussi des petites pistes de réflexion comme ça pour essayer de faciliter la migration d'un climat plus horizontal, plus vertical, hiérarchique, vers quelque chose de plus horizontal, où est-ce qu'on reconnaît la contribution puis l'unicité de chaque personne, plus que la traiter comme un numéro qui réagit mal à une consigne. Ensuite, ce qui est présent aussi dans le guide, c'est des recommandations générales, mais aussi personnalisées selon chaque catégorie d'emploi. Ce qu'on propose, c'est que tout le monde lise les catégories générales, mais qu'ensuite, elle saute directement à la catégorie d'emploi qui lui correspond pour un peu sauver du temps. Fait que je vais vous donner un exemple pour chacun. Là. Par exemple, au niveau du corps professoral, ça pourrait être de cesser la collaboration avec les partenaires de recherche qui posent des actions de VAX. Pour le corps enseignant, ça pourrait être ouvert à offrir des accommodements aux personnes étudiantes ayant eu une expérience de VAX sans chercher à obtenir des preuves nécessairement. Au niveau des professionnels, lorsque le contexte s'y prête, d'intégrer le dépistage des violences sexuelles dans les protocoles d'anamnèse, comme en psychologie ou en médecine. Je vais sauter rapidement parce que le temps file. Vous pourrez retrouver tout ça dans le guide, mais finalement, cadre des gestionnaires, de sonder de façon récurrente les membres du personnel au sujet de leurs préoccupations en lien avec les VAX pour voir l'évolution des attitudes, des vécus et de la conduite. Donc, je saute là, rapidement à notre dernier outil qui a été créé, qui est aussi le plus bref. Donc, c'est excellent en termes de gestion du temps pour la présentation. Mais l'outil d'évaluation. Donc, ce qu'on cherchait avec ça, c'est de fournir une base solide, appuyée par la littérature, mais une entrée en la matière pour permettre aux gens qui mettent sur pied des initiatives pour réduire la prévalence des VAX de venir évaluer qu'est-ce qu'ils font. C'est important d'évaluer parce que des fois, malgré nous, il y a des conséquences involontaires, il y a à nos formations, il y a des améliorations qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait faire, qu'on n'est pas nécessairement au courant. On veut savoir quel changement il produit chez les personnes qui y ont assisté. Fait que c'est vraiment essentiel. Notre outil d'évaluation, il possède 10 pages, il est super user-friendly. Il vous permet de faire un retour sur la théorie de base, avoir une idée concrète avec un peu de lecture à quoi il faut penser avant de se lancer dans l'évaluation. Donc, il y a aussi une autre communauté pratique qui a créé un guide super détaillé sur l'évaluation. Donc, ce qu'on a fait ici, nous, c'est quelque chose de plus complémentaire. Donc, vraiment une entrée en matière qui est vraiment vulgarisée là, pour vous donner le goût de faire de l'évaluation plutôt que de se lancer dans la théorie aride. Donc, dans cet outil-là, on vous présente notre processus réflexif qui a mené à l'élaboration de notre sondage, dont on vous a parlé plus tôt aujourd'hui. Puis, d'ailleurs, ce sondage-là est en annexe. Donc, si jamais vous voulez partir de ça, l'utiliser, le modifier un peu, c'est vraiment tout à votre disposition. Le but de notre outil d'évaluation, c'est aussi de vous démontrer qu'il utilise plusieurs ressources et questionnaires déjà créés. Par exemple, pour regarder les changements de culture, puis tout plein d'autres concepts importants. Donc, vous pouvez vous inspirer ou les ajuster. Puis, ce qu'il faut retirer au final de cet outil-là, c'est de ne pas avoir peur de se lancer dans l'évaluation des mesures en place dans votre établissement pour prévenir les VAX, parce que c'est vraiment en accumulant de l'expérience que vous pourrez aiguiser votre jugement critique face aux initiatives en place et vous améliorer de façon continue. À long terme, l'engagement à offrir des meilleures initiatives en termes de prévention des VAX, ça peut vraiment faire une différence. Puis, cet outil-là, c'est un début qui vous permet de, comme je dis, de mettre un pied dans le domaine. Puis, on encourage aussi les lecteurs là, à contacter des équipes de recherche plus spécialisées
dans le domaine au sein de leur établissement pour faire des collaborations aussi. Ça peut être vraiment intéressant pour des jeunes chercheurs qui rentrent à l'université ou il y a aussi des partenariats avec le cégep. Donc, ça peut toujours être possible de faire une collaboration puis d'aller chercher quelque chose de plus robuste au point de vue scientifique. Donc, finalement, pour terminer, cet outil-là, il comprend plusieurs sections comme pourquoi, quand, comment et quoi évaluer. Ça donne plein d'exemples de tous les types d'outils qui existent. Puis finalement, comment créer et ajuster son propre outil d'évaluation. Quelles questions se poser en s'inspirant de notre propre expérience avec le sondage. Ça vous permet de voir c'est quoi nos erreurs et comment vous pouvez en bénéficier. En conclusion, un gros merci pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ce que Charles et moi, on vous aura parlé, ça va peut-être avoir permis de mettre des mots sur les expériences que vous vivez dans vos établissements, puis créer peut-être un sentiment de communauté qui s'étend plus loin qu'à notre communauté de pratique. Ces outils-là vont être disponibles à la fin août, comme Andréane le dit, vont être disponibles à travers le site du Courage d'agir. Puis, on va maintenant laisser la place pour les questions. Excellent. Donc, merci beaucoup, Alice et Charles. On est maintenant là, à la période de questions. Donc, n'hésitez pas, là, je vois qu'il y a déjà là, quelques questions dans la boîte, mais n'hésitez pas là, à écrire les vôtres. Si jamais on n'a pas le temps de passer à travers toutes les questions, si vous avez là, coché comme quoi on pouvait voir qui provenait la question, on pourra là, avec grand plaisir vous faire un retour par courriel. Donc, la première question que j'ai, quelqu'un qui nous mentionne là, être intervenant ou intervenante et qui se questionne, bon, maintenant que quand ce sera possible d'avoir accès à ces outils-là, c'est quoi la stratégie ou comment est-ce que vous suggérez là, que ça soit amené peut-être plus haut à la direction de son cégep ou de son université? Mais c'est une excellente question. Charles, je ne sais pas si tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça en premier. Oui, je peux commencer, puis tu compléteras si jamais. Je pense que la force des outils de la communauté de pratique francophone, c'est le fait qu'ils sont très, très diversifiés. Donc, avoir des réflexions quant à la direction, les supérieurs auxquels on veut amener ça, est-ce qu'ils sont prêts à lire un rapport de 60 pages? Non. OK. Est-ce qu'ils ne sont pas encore rendus là? OK, on a d'autres outils. On a le guide, on a l'outil d'évaluation, on a des choses qui sont plus courtes, plus faciles à digérer, si on veut, pour l'administration. À l'inverse, si on voit qu'ils seraient prêts à avoir une petite brique sur leur bureau, puis vraiment à aller réfléchir davantage, là, on peut prendre directement le rapport, mais ne pas oublier les autres là, qui travaillent vraiment de manière complémentaire. Fait que moi, je pense que la meilleure façon, ce serait de cibler quel outil serait le plus facile à amener comme pour ouvrir la porte dans la discussion. Oui, je suis bien d'accord avec Charles. Aussi, je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives, de comités au sein des établissements. Peut-être que ça aussi, ce serait une belle porte d'entrée. Puis justement, il y avait le congrès de l'ACFAS aussi en lien avec les violences sexuelles cette semaine. Fait que peut-être que tout ça, ça crée des portes de discussion plus faciles pour amener les changements à un palier supérieur. Merci à vous deux. On a quelqu'un dans la boîte de questions-réponses qui nous demande les outils vont être disponibles dans où, mais est-ce que le rapport est disponible ou sera disponible avant? Je vais peut-être y aller d'emblée. Là. Donc, en fait, tout sera disponible au même moment. Là. Donc, on est présentement là, en train de peaufiner et s'assurer du rendu visuel de l'ensemble des outils de l'ensemble des outils et des rapports pour que ça soit un tout qui soit cohérent et que ça soit facile d'utilisation pour tout le monde. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont hâte, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent là, quand est-ce que ça sera disponible, mais tout sera rendu disponible au même moment. Donc, on a une autre question qui vient d'apparaître là, dans le chat. Ma préoccupation est l'application de la politique et les moyens d'aller au bout de l'application des plaintes. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Ça semble peut-être plus un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Sinon, là, j'ai une autre question.
Merci là, à la personne pour cette question-là. Je dirais que je ne pourrais pas vraiment répondre personnellement parce que c'est tellement différent d'un établissement à l'autre au niveau de ces processus-là. Il y a aussi une communauté de pratique qui s'est vraiment consacrée au processus de plainte, justement. Donc, peut-être que je vous redirigerai là, à vos travaux de cette communauté de pratique-là. Puis sinon, là, si vous voulez qu'on discute plus en profondeur, là, puis que je puisse mieux comprendre les enjeux liés à votre établissement, puis les détails là, dans les nuances dans votre question, ça me ferait plaisir si vous voulez m'écrire un courriel. Là, mon adresse courriel est à la fin de la présentation. Excellent, merci beaucoup. On a une autre question. Quant aux statistiques des barrières, je me demande, est-ce qu'on voit une différence quant aux résistances au changement en fonction du genre? Après 2 vagues, MeToo, les dénonciations de l'été dernier, il y a un enjeu identitaire, peut-être, pour certains hommes qui sont en réaction / résistance. J'imagine que la résistance vient plus souvent des hommes, mais c'est peut-être présomptueux. Alors, je me demande s'il faudrait personnaliser l'approche lors de la sensibilisation. Je peux peut-être commencer parce qu'on parle de statistiques. Sans pour autant être présomptueux, je dirais que c'est pas ce qu'on a vu à travers toutes les statistiques du rapport. Où est-ce que, par contre, l'identité de genre a été intéressant? C'était la plupart des commentaires qui disaient « Moi, j'ai assez de connaissances, mais je considère que d'autres personnes en ont moins. » Les autres personnes étaient souvent nommées comme les hommes dans mon département et autres. Donc là, il y avait un plus fort taux de réponse de ce genre de réponse-là par des personnes s'identifiant comme femmes. Mais sinon, en général, pas tant. L'autre endroit où est-ce que on peut revenir à la fin de la question, quand on parle de personnaliser, ça oui. Quand on parlait des formations, comment améliorer les formations, il y avait quelques réflexions par rapport à avoir des formations seulement pour les personnes s'identifiant comme femmes, ou est-ce que ça serait davantage un safe space pour discuter peut-être même de situations là, qui se passent à même l'établissement, ou du moins qui serait plus positif en termes d'échange pour ce qui est des formations. Fait que je pense que même sans pour autant que les données par rapport à la résistance au changement ne sont pas nécessairement, du moins dans celles qu'on a récoltées en ce moment, ne sont pas là, ça ne change rien que par rapport à la formation et à l'approche, au même niveau qu'on parlait de s'assurer de prendre en considération les catégories d'emploi, prendre les besoins qui peuvent être parfois différents dépendant de l'identité de genre, c'est tout à fait quelque chose là, qui est à réfléchir et à prendre en considération. Puis aussi, là, si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est parmi les répondants au sondage, il y a seulement 33% qui étaient des hommes. Donc peut-être qu'on peut voir un peu une notion de résistance à cet égard-là ou un sentiment d'être moins concerné parce que c'est 65% des répondants qui étaient des femmes. Donc peut-être qu'on peut voir un plus fort engouement ou un lien avec votre question à cet égard-là. Merci à tous les deux. Peut-être une ou deux dernières questions. On verra le temps qu'il nous restera après celle-ci. Selon vous, est-ce que le gouvernement provincial, qui est responsable de l'application de la loi P22.1, aura un rôle à jouer pour augmenter la mobilisation du personnel dans la lutte et la prévention face aux violences à caractère sexuel? Excellente question. Gouvernement provincial, oui, qui est assez débordé ces temps-ci, on peut s'entendre. Je trouve ça intéressant comme question, puis c'est vraiment pas ma force, moi, la politique, mais ce que je pourrais vous... Puis les lois et tout ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que je pense que ce qui est ressorti des travaux de ce qu'on a fait dans la dernière année, c'est que plus il y a de paliers entre le palier d'intervention puis la personne qui demande le changement ou qui instaure, plus ça peut être difficile de voir des changements. Que souvent, les initiatives à l'interne, c'est peut-être un peu plus payant. C'est sûr qu'on n'aura jamais trop de financement, trop de support via l'embauche de nouvelles personnes, par exemple, mais selon moi, ce que je vous répondrais, c'est que ce serait peut-être mieux de garder ça à l'interne au niveau des mouvements puis des changements, mais qu'on ne peut jamais dire non à plus d'aide au niveau de soutien d'employés, de financement, de temps libéré, etc. Rien à rajouter à la liste. En effet, là, je pense que la clé, ça serait, si on veut parler du gouvernement, le financement. Qui est très lacunaire, là, on ne va pas se mentir, qui permettrait de mettre en place des initiatives pertinentes pour chaque établissement, sans pour autant mettre un fardeau sur les établissements, comme disait Alice.
Donc, ça fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui puis pour la période de questions. Un grand merci, Alice, Charles, toute la communauté de pratique francophone également. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont répondu au sondage. Toute la présentation d'aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible là, sans vraiment les gens qui ont pris le temps de leur temps pour répondre au sondage qui a été envoyé. On a vraiment hâte de pouvoir rendre accessibles les outils dans leur intégralité dans le cadre du projet. Puis au nom de toute l'équipe, je vous remercie aussi aux personnes présentes aujourd'hui d'avoir été là, d'avoir été avec nous. Puis encore merci à Alice et Charles pour la présentation que vous nous avez offerte. Donc, comme vous pouvez le voir, Annalie de Drawing for Change a créé une superbe illustration graphique qui illustre la présentation d'aujourd'hui. La version finale de ce compte-rendu visuel-là va être disponible sur notre site web au cours des prochains jours, tout comme le lien vers l'enregistrement et la transcription de la séance d'aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur les outils développés par la communauté de pratique francophone ou si vous souhaitez vous inscrire pour participer au déploiement de nos outils au sein des établissements d'enseignement postsecondaire, on vous invite à continuer à suivre notre projet au cours des prochains mois. Ce sont toutes des choses qui vont être disponibles d'ici la fin de l'été. Donc, si vous le souhaitez, il est aussi possible de vous inscrire pour les séances à venir. Donc, il reste encore des séances de notre congrès de partage des compétences qui va se terminer le 18 août prochain. Les prochaines séances vont continuer à mettre en lumière le travail qui est réalisé partout au Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le genre sur nos campus. Au total, le congrès va avoir permis de présenter 15 outils développés par plus de 150 partenaires du projet, incluant nos communautés de pratique. Donc, si jamais ça vous intéresse, l'inscription se fait directement sur notre site web. J'aimerais aussi prendre le temps, en terminant, de remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui. On a eu la chance de vous compter parmi nous, puis encore merci. Puis un petit rappel en quittant de compléter le formulaire d'évaluation. Donc, bonne fin de journée tout le monde et à bientôt.